On commence par les sujets financiers, les sujets qui fâchent. Alors, il y a des fonctionnaires sur ce plateau ou pas? Non. Est-ce qu'il faut aligner les fameux jours de carence du public sur le privé? Est-ce qu'il faut traiter les fonctionnaires de la même façon que les salariés du privé? C'est une question qui divise le pays depuis des décennies. Personne n'a jamais tranché. On fait le point avec Mathieu Devez et je vous passe la parole ensuite. Ça va chauffer. Climat très tendu à l'Assemblée nationale au moment d'aborder le plan du gouvernement pour lutter contre l'absentéisme des fonctionnaires. Le député insoumis Béranger Cernon lance les hostilités. Plutôt que de traiter les causes de l'absentéisme, vous vous en prenez aux conséquences en pointant du doigt les absents. Quelle honte de pointer ainsi les serviteurs de l'État. Stoppez cette stigmatisation, respectez-les. Nouvelle charge quelques minutes plus tard de la députée Mélanie Thomain du groupe socialiste et apparenté. Vous inventez des abus là où il y a vulnérabilité, souffrance, épuisement. Les fonctionnaires n'ont pas à payer votre manque de courage politique, celui de mettre à contribution les plus fortunés pour réduire le déficit. Réponse du ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian, qui dit prendre ses responsabilités. Et nous le faisons avec ce plan qui va permettre de faire des économies, effectivement, puisqu'il est chiffré à 1,2 milliard d'euros dans les comptes publics. J'attends, Madame la députée, vos propositions d'économies de dépenses avec grande impatience. Le coup le plus violent est sûrement celui porté par Alexis Corbière, du groupe écologiste et social. Pour vous, les agents malades ne sont pas des gens responsables. Ce sont des feignants et des tricheurs. C'est obscène, monsieur le ministre, c'est obscène. Le ministre se dit presque insulté. Plutôt que de monter au créneau en quasiment m'insultant, en expliquant que j'ai pas de respect pour les fonctionnaires, regardons les chiffres en face et essayons d'y apporter une réponse. On n'a peut-être pas les mêmes réponses, monsieur Corbière, mais essayons de ne pas enfouir le sujet sous le tapis. Alors que le gouvernement cherche à faire des économies, le ministre de la fonction publique chiffre le coût de l'absentéisme à 15 milliards d'euros. Et on nous promet donc avec cette mesure 1,2 milliard d'euros d'économie. Florian Tardif, j'ai un peu de mal à croire ceux qui à Bercy se sont trompés il y a 2 ou 3 mois, hein, c'est ça sur non, les prévisions. Alors, un peu plus de quelques dizaines de milliards d'euros. Mais là, franchement, arrêtez les petits hommes gris là. Prenez les calculettes. Le fil de ce qui s'est passé. Non, il y a eu des alertes concernant le fait qu'il y aurait vraisemblablement un dérapage budgétaire dès le mois de décembre. Il y a un trou, on a découvert un trou. On a découvert un trou ou pas? Oui, on a découvert un trou, mais il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes à plusieurs reprises. Il y a eu des petites erreurs. Il faut faire un petit peu de psychologie. Et c'est un petit peu le problème des hommes gris, comme on les appelle à présent sur rendons hommage à Pascal Praud. Voilà, les petits hommes gris. Pascal Praud utilise cette expression. Depuis des années, on estimait que 1% de croissance, c'était 1% de recettes. Ça marchait jusqu'aux différentes crises que nous avons connues ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu ensuite l'Ukraine, puis plus récemment ce qui s'est passé en Israël. Non mais c'est important, il faut faire un tout petit peu de psychologie aussi quand on fait de l'économie. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y a un dérapage budgétaire dans notre pays, c'est parce que 1% de croissance n'équivaut plus à 1% de recettes. Florian, mais pourquoi? Non, mais parce que les Français, et c'est très important qu'on en parle un tout petit peu, les Français épargnent à présent. C'était parce que, pourquoi? Et c'est pour ça qu'il faut faire un tout petit peu de psychologie. Quand on fait de l'économie, il faut comprendre que les Français se préparent à une crise future. Mais ils ont bien raison. À un moment donné, quand on fait un budget, et j'espère que les députés nous écoutent. Non mais oui, j'espère que les députés nous écoutent, il faut prendre cela en compte. Bon, ceci étant dit, là on essaie de trouver 1 milliard d'euros d'économie, mais à un moment donné, il va falloir non pas préparer le budget de l'année prochaine, c'est très bien, c'est important, mais il faut préparer le budget de 2026, de 2027, de 2028, de 2029. C'est-à-dire qu'il faut commencer à prendre... Mais là, si on commence à raser la fonction publique, qui est complètement désossé sur certains plans. Excusez-moi, mais on vient d'entendre des députés de gauche, ils tapent à côté. Excusez-moi, mais ils devraient... Qui? Alors, tout le monde non, mais là on vient de les entendre. Non, mais on peut comprendre qu'il y a des conditions de travail qui soient mauvaises, il y a certains burn-out, donc il faut accepter qu'ils prennent, excusez-moi, je vais reprendre les jours, 14,5 jours de congés par an. Non, il faut peut-être améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Ça devrait être ça, le discours de la gauche. Les conditions de travail, le salaire peut-être de ces personnes-là pour éviter effectivement qu'il y ait 14, 15, 16, 17 jusqu'à 18 jours qui soient pris dans la fonction publique hospitalière. Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui veut qu'on mette le public au niveau du privé? Non mais on peut... Alors attendez, monsieur Vincent Roy a commencé à prendre la parole. On peut aligner. Que les choses soient claires. C'est pas totalement... Qui est le méchant autour de ça n'est pas totalement délirant
de vouloir faire en sorte que finalement on aligne le public sur le privé. Mais le problème, c'est quel public? Parce que si vous prenez les services allez à l'hôpital, hospitaliers, allez voir les policiers, les policiers, allez voir etc. S'ils sont des tirs au flanc. Vous leur demandez énormément, et bien normal qu'à partir de là, ils aient un minimum de privilèges, si j'ose dire. Et si vous prenez après la fonction publique territoriale, c'est une toute autre affaire. Vous pouvez effectivement vous interroger. Mais mettre tout le monde dans le même sac, c'est une erreur, à mon avis, à la fois une erreur de communication, et pour 1 milliard en plus d'économie, c'est assez dérisoire. Dans un pays qui en a combien? 3 000 milliards. Avec un trou de 50 Avec milliards. Un trou. Voilà, le fameux trou. Mais on va accéder à la vérité, nous a dit Bruno Le Maire. Je conteste cette opposition entre la fonction publique hospitalière, par exemple, et la fonction publique territoriale, parce qu'il y a des métiers dans la fonction publique territoriale qui sont absolument indispensables. Enfin, excusez-moi, quand on a été confiné, on était bien content que les agents de la voirie continuent à faire le tour pour ramasser les poubelles, en prenant des risques pour leur propre santé qui étaient considérables, parce que si eux-mêmes s'étaient mis en retrait, la situation serait devenue insupportable. Moi, j'ai été adjoint au maire dans une grande collectivité, la ville d'Avignon, qui est une grande ville, une collectivité moyenne. J'ai côtoyé des assistantes, des secrétaires de mairie qui avaient 20 ans de carrière dans la même maison, qui étaient restés dans la même maison et qui étaient à 1400, 1500 euros de salaire. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors on peut ouvrir les débats. On a rendu hommage à Pascal Praud tout à l'heure. Il a souvent cette formule. Il dit il faut changer tout le logiciel. On peut ouvrir tous les débats, mais dans ce cas-là, on ouvre tout le logiciel et on prend la question de la pénibilité, la question du stress au travail et la question de vivre dignement de son travail. Aujourd'hui, les agents dans la fonction publique territoriale, pour beaucoup d'entre eux, n'arrivent pas à vivre dignement des fruits de leur travail. Le débat devrait être ici. Oui, alors, Louis, Rachel... Il y a plein de sujets dans le sujet. Qu'on aligne totalement le régime du public sur le privé, moi je trouve que ça relève de l'évidence. Parce que vous regardez les chiffres, aujourd'hui, l'absentéisme au travail dans le public coûte 15 milliards d'euros. L'absentéisme au travail dans le privé coûte aussi 15 milliards d'euros, sauf que la fonction publique représente 20%. Non, 20% aujourd'hui des travailleurs en France sont dans le public. Donc il y a une surreprésentation du public, et ça c'est un vrai problème, et ça c'est pas normal. Et je pense qu'il y a des abus, et évidemment, enfin c'est pas je pense, c'est j'en suis certain. Et puis vous regardez ensuite le détail. En 10 ans, on est passé de 43 millions de jours d'absence dans le public par an, et là on est à 77 millions de jours d'absence par an. C'est énorme, c'est abyssal. Une perte de sens aussi de la mission publique. Attendez. Perte de sens de la mission publique. Non, mais attendez. Laurence, aujourd'hui, c'est terrible ce que je veux dire. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent travailler dans le public, puisqu'ils veulent aller travailler dans le public, c'est la sécurité de l'emploi. Mais si on veut, parce que moi je suis très attaché au statut, à la continuité de l'État et au fait, à la protection. Pour le coup, le ministre a ouvert une brèche il y a quelques heures en disant que quand on est fonctionnaire, c'est pas forcément à vie. Alors oui, peut-être. Moi, je trouve, par exemple, pour la fonction publique territoriale, il n'y a rien qui justifie que ce soit à vie. En revanche, pour la fonction publique d'État, je trouve que c'est très important d'avoir la continuité du service public. Mais quand on protège ce statut-là, on est en mesure d'exiger des agents publics un certain nombre de choses, et notamment le fait qu'ils travaillent plus. Quand on regarde toutes les disparités, c'est quand même complètement hallucinant. Quand vous regardez le travail, vous voyez que dans les départements, par exemple, les agents en moyenne sont bien en dessous des 35 heures de travail par semaine. Alors que dans le public, c'est simplement impensable. Les enseignants, on les trouvera où? On a du mal à les recruter. Ensuite, le fond, les policiers, on les trouvera où? Le fond du sujet, c'est qu'à chaque... Les infirmières, les soignants, on en manque tellement. Je vais vous dire une chose. Donc on leur dit pas de statut fonctionnaire à vie. C'est pas ce que j'ai dit. Allez, le problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez une annonce de budget supplémentaire pour la santé, pour l'intérieur... Je passe la parole à Rachel. C'est hyper important. Regardez le Ségur de la santé. Est-ce que vous avez un soignant... Vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était il y a 3 ans. Le Ségur de la santé, c'était des dizaines de milliards d'euros. Est-ce qu'il y a un soignant qui a vu 1 euro de plus en bout de chaîne? Non. Donc le problème, c'est que l'argent n'est pas bien utilisé. Si en fait on se disait que l'enjeu, c'était de privilégier la première ligne et pas la bureaucratie... Non, mais vous réglez plein de problèmes. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr. Parlons des premiers cordés. Et ceux-là, on les touche pas. On est d'accord. Rachel Kahn. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur la question du sens, de l'intérêt. Il veut polémiquer à tout prix. De l'intérêt général et du sens de la fonction publique. Après, je suis très étonnée parce que, notamment l'extrême gauche, qui dénigre, par exemple, le principe de laïcité en disant que c'est vraiment très précisément et très singulièrement français, mais que là, pour le coup, ne dénigre pas
du tout la séparation entre le public et le privé. Alors même qu'au niveau européen, on est dans une spécificité entre notre système public, cette séparation-là, même si elle a du sens d'un point de vue historique. Après, sur le constat au niveau des fonctionnaires, on a eu toutes ces RGPP, la réforme des politiques publiques, les mots de rationalité, d'efficience, etc. Je pense que oui, mais justement, elle est où la RGPP? Dans la mise en place. C'était le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait en retraite. Exactement. Okay. Combien de postes de policiers supprimés? Sur la police, c'était pas une bonne idée. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais pour tout le reste, c'était une bonne idée. En fait, dans la perception du fonctionnariat, il y a des services publics qui sont, à mon sens, plus utiles et dont les métiers sont plus à risque. Le service public hospitalier, le service public de l'éducation nationale, le service public des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des conditions de travail qui sont sujettes à risque, sujettes à dépression chronique. Il y a énormément, je me souviens du nombre d'infirmières qui avaient démissionné post-Covid. Il y a eu la crise Covid également qui a favorisé le syndrome du nid dans ces professions-là. Il y a le coût, comment dire, alors, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors, on parle de fonctionnaires. En fait, globalement, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais il me semble qu'il y a des métiers aujourd'hui qui sont plus à risque dans le cadre du service public et qui méritent davantage de reconnaissance, davantage de glorification d'un point de vue des indemnités. Non, mais je ne dis pas ça. Je dis simplement que les fonctionnaires aujourd'hui qui sont en danger, des professeurs qui se font égorger, des professeurs qui se font agresser, des policiers qui se font caillasser, agresser. Les soignants qui n'en peuvent plus. Et les soignants qui n'en peuvent plus exercer leur métier dans de bonnes conditions. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une nécessité urgente de revaloriser ces métiers-là. C'est ça, en réalité, le problème. Allez, ça commence par les distinguer en revalorisant à la fois d'un point de vue salarial, en redonnant peut-être plus de sens. Regardez, par exemple, sur l'hôpital, il y a des gens qui sont absolument à bout. On va faire des milliards d'euros d'économies. Et dont on peut... Non, mais bien entendu. Mais on peut faire en revalorisant les soignants. Mais bien entendu. Si vous dégraissez toute l'administration... Mais absolument. C'est ça, tous les médecins se plaignent. Les patients et les soignants se plaignent de la Absolument. l'administration. Il y a un professionnel hospitalier sur 3 dans notre pays qui ne voit pas de malade. Il y a un moment... c'est comme les profs. Mais pendant le Covid... Non, ce qui est drôle, pendant le Covid, les administratifs s'étaient vaporisés. Le gouvernement les médecins avaient le contrôle de une mesure contre laquelle il a systématiquement été contre ces 2 dernières années. C'est-à-dire que c'était une proposition des sénateurs ces 2 dernières années dans le budget. Et à chaque fois que le budget a été adopté par 49.3, le gouvernement a retiré du texte final. Donc c'est-à-dire qu'il plaide pour ce pourquoi il s'était opposé ces 2 dernières années. Dernier mot. Il s'avère que j'étais en désaccord avec ce qui a été dit à propos de la territoriale, parce que j'ai moi-même travaillé dans la territoriale et effectivement, je n'ai pas vu non plus. Vous êtes donc le fonctionnaire. Je n'ai pas vu. Non, je ne suis plus fonctionnaire depuis longtemps. Mais j'ai le plus grand respect pour les fonctionnaires. Mais moi aussi. Et la preuve, je vous dis, j'ai travaillé dans la territoriale et je n'ai pas vu effectivement des gens qui étaient quand même à bout de force dans un certain nombre de secteurs, et notamment dans une mairie du 9-3. Oui, juste 4e dernier mot. Non, parce que vous avez parlé du Covid. Vous avez vu le point commun entre le Covid et les JO? C'est que ce sont des périodes où l'action publique a été efficace parce qu'elle a dérogé au droit commun. C'est-à-dire qu'on a fait des exceptions. Pendant les JO, c'est exactement ce qui s'est passé, pour que les chantiers aillent plus vite, etc. On a raccourci les délais, on a raccourci les procédures, on a simplifié. Pendant le Covid, les hôpitaux, c'est des médecins qui ont pris le contrôle. Exactement, c'est ce que j'essayais de dire. Et donc il y a eu on voit qu'il y a de l'efficacité dans les moments où on se fixe des objectifs et où on sort de la lourdeur de la bureaucratie du temps. Pause, je vous emmène au Maroc dans un instant, la visite d'Emmanuel. Vous n'allez pas me dire le contraire, Amine. Vous allez nous raconter pourquoi vous n'êtes pas justement au Maroc. Mystère et boule de bain. Il y en a d'autres qui y sont par contre. Allez, petite pause, on en parle dans un instant sur CNews et Europe 1.